Comme j'étais enfant unique, j'ai dans le fond toujours été à la recherche d'une fratrie. Donc j'avais des copains, parce que je n'avais pas de frères et de sœurs. Et j'étais un peu chef de bande, meneur. Et dans les collèges, ça n'est pas très bien vu. Cela dit, le collège Saint-Louis de Lorient, réfugié dans le décor édénique du golfe du Morbihan, ça a été extraordinaire, s'est débarrassé de moi par une infamie qui m'a valu d'ailleurs l'indulgence de ma mère, qui était une pieuse dame qui allait le matin à la messe et l'après-midi au cimetière, car pour me ficher à la porte, ils m'ont dit que ma mère était morte. Ça, c'est abominable. Oui, c'est abominable. Tellement abominable que ma mère, donc je vous dis les qualités, quand un jeune prêtre est venu pour essayer d'expliquer le coup, elle l'a foutu à la porte sans même l'entendre. Elle était indignée par le procédé. Après réflexion, je pense qu'il entrait là-dedans beaucoup plus de bêtises et de lâcheté que de méchanceté. Ils avaient peur de ma réaction. Je sais pas, j'allais pas mettre le feu au collège quand même. Bon. Mais ils se sont dit que c'était une manière simple et efficace, je dois dire. Mais ça, pour moi, ça a été un choc très important dans ma vie. Parce que ça m'a provoqué une rupture tout de même avec la religion. Voilà. La trahison d'Éclair. Ça vous a glacé. J'ai estimé, je sais pas, avoir été trahi, que bon, toutes les valeurs, tout le système de valeurs qui aboutissait à un procédé de ce type par des clercs, c'est-à-dire des gens avertis, responsables, etc., mettait en doute l'ensemble de l'édifice, en quelque sorte. C'était une épreuve personnelle, ouais, ma foi. Et alors, une fois après ça, une fois que vous avez été renvoyé une fois d'un collège, vous êtes sur le toboggan. Oui. Vous arrivez dans le suivant, on dit « Ouh, celui-là, l'oreille à l'œil. » Et ainsi de suite, voilà. Il faut dire que je suis adolescent pendant la guerre. C'est la grande supériorité que j'ai sur la plupart de mes contemporains qui n'ont vu la guerre, qui ne la voient depuis 70 ans qu'à travers le prisme déformant des vainqueurs. Moi, j'ai connu la guerre, j'avais 11 ans en 39, 17 ans en 45, donc je sais bien qu'on a tendance à considérer que les adolescents sont des enfants, mais ce n'est pas le cas. Oui. On a des attitudes ou des comportements qui peuvent parfaitement être des comportements d'hommes. Moi, je prends mon cas, à 14 ans, quand mon père meurt, il saute sur une mine, il a à la maison un fusil Lebel qu'il a ramené en septembre 40, déjà sous l'occupation, un pistolet, donc nous sommes hors la loi en quelque sorte. Et ma mère me dit, il faut se débarrasser de ça, c'est trop dangereux, etc. J'ai dit non, je m'oppose, papa n'aurait pas voulu, on va les garder, etc. Et nous avons donc gardé ces armes à tout risque. On peut dire que comme beaucoup de gestes, ils sont inutiles et dangereux, mais c'est la vie, ça, voilà. Et donc, j'ai un comportement de petit homme, voilà. À la maison, je suis le petit homme, bien que je n'ai que 14 ans. Et quand, à 16 ans, je vais rédiger ce que je crois que ce sont des samizdat, hein. Je fais 2 affiches où je ridiculise les gens qui défilent glorieusement et que j'ai vu 2 mois auparavant au maquis de Saint-Marcel prendre la poudre d'escampette avec les Allemands au cul et de les voir bravaches défiler. D'autant que les Allemands sont partis depuis, ils ne sont pas loin, ils sont à quelques kilomètres seulement. Et ils le resteront jusqu'en 45 mai. Et que leurs actions de combat ont consisté à mettre le conseil municipal en prison et à tondre les pauvres filles qui travaillaient dans les cuisines allemandes, je fais une affiche avec mon pinceau à encre de Chine,
Et je copie, j'en mets une à la mairie et une sur le quai. Ça date, ça c'est 1944, j'ai 16 ans. Et le maire de la Résistance, celui qui a été nommé pour remplacer celui qui est en prison, vient et dit « Qui a dicté ça à Jean ?» Et ma mère dit « Mais il n'a pas dicté, monsieur le maire, je l'ai vu, il l'a écrit sur la table de la cuisine. Cuisine, salle à manger, salon, salle de bain d'ailleurs. Mais c'est pas possible, à cet âge-là, dit-il. À cet âge-là, on ne peut pas écrire comme ça. Parce qu'on pensait, pour un monsieur comme lui, quelqu'un de 16 ans ne pouvait pas écrire une affiche, ni penser. Voilà. Et ça, c'est assez typique. Mais il est vrai que nos méthodes d'éducation et notre vie courante nous avaient quand même beaucoup plus formés que ne le sont les jeunes gens ou les jeunes filles de notre temps qui sont élevées, il faut bien le dire, dans du coton, quoi. Il faut... ça m'a rappelé d'ailleurs, dans le même style, j'étais en quelque sorte un héritier d'Olympe de Gouges. Olympe de Gouges qui a été le promoteur de l'affiche politique. Et qu'elle écrivait, elle les collait elle-même contre Robespierre, ça lui a coûté sa tête d'ailleurs, et c'était une progressiste, puisqu'elle était contre l'esclavage, pour le divorce, etc. Bon, autre chose, c'était une femme, mais qui a été l'inventeur de l'affichage politique, je crois, et encore une fois, parce qu'elle les écrivait et elle les collait elle-même. Sur près de 200 ans de retard, et en avance sur les samizdat russes, l'affiche manuscrite, ça a existé, le libelle, bon, moi j'avais fait ça comme ça. J'étais relativement précoce dans ce moment-là. Je rentre au collège en septembre, en plus j'ai connu une aventure éblouissante pour un jeune homme de ce temps-là, parce que maintenant tout ça est banal, mais éblouissante, et je rentre et il faut me mettre dans les rangs comme ça, je peux pas. Je suis devenu un homme, je suis plus un petit garçon, et je supporte plus les règles extérieures de discipline naturelle dans les collèges de cette époque. Pas, hein. Je me rappelle tout de même, chez les jésuites, lever 5h30 l'été, 6h30 l'hiver, hein. Col dur obligatoire, cravate noire ou bleu marine. Col dur avec les boutons, mon Dieu. Bref, et nous avions un uniforme à la française, vous savez, une veste à boutons, boutonnés, à pans boutonnés, revers. Les revers étaient boutonnés, vous savez, de haut en bas. Assez élégant d'ailleurs, je dois dire. Et bon, ça n'a duré jusqu'en 41, ça, parce que là, la crise du textile a été telle que bon, ben, les gens ont mis ce qu'ils avaient. Il n'y avait plus de tissu pour faire des uniformes. Voilà. Le temps, pourtant, qui était plutôt porté à l'uniforme à ce moment-là. Chez nous, c'était plus possible. Voilà. Mon Dieu. Enfin, je me réjouis je vous raconte ça un petit peu pour qu'on se connaisse un petit peu mieux, si on est appelé surtout à travailler ensemble. C'est un vrai plaisir de vous entendre. Vous êtes une encyclopédie vivante. Oh, encyclopédie, j'ai la chance relative, encore que j'ai quelquefois la difficulté sur certains noms. Je les trouve qu'une minute ou 2 minutes après. J'ai un certain retard à l'allumage, alors que j'avais avant une mémoire assez foudroyante, c'est-à-dire immédiate, tac, 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 mémoire discursive. Mais vous savez, dans ce domaine,
Tout dépend du lanceur de balle aussi. Tout dépend de l'adversaire. S'il est de grande qualité, vous êtes obligé, vous êtes amené tout naturellement à déployer un jeu plus brillant. Voilà. Dans le cadre de ce qui était une règle de mon temps et qui est aujourd'hui amoindrie considérablement, c'est l'émulation. C'est-à-dire la volonté d'être meilleur, d'être le premier. Ceci est haï par la démocratie socialisante et égalitariste, en notant quelque chose que je crois être le seul à avoir noté, je n'ai vu jamais noté nulle part, qu'il existait sous l'Ancien Régime une catégorie d'enfants qui bénéficiaient de précepteurs privés, qui étaient les enfants de la noblesse. Aujourd'hui, il existe une catégorie sociale qui bénéficie de ce privilège. Dans une médiocratie générale, ce sont les enfants d'enseignants. Parce qu'ils vont à la même médiocre école dans la semaine, mais les jours de vacances et de congés, ils ont des répétiteurs, c'est papa et maman, qui sont des enseignants, et qui donc, eux, ont la conception du savoir, la volonté de le transmettre, même s'ils ne le font ou ne le peuvent dans l'exercice habituel de leur profession. Parce qu'il est bien évident que, et là l'immigration est en cause, parce que le melting pot scolaire, à la fois non seulement des races mais des âges, fait que la qualité fondamentale de transmission du savoir, c'est la concentration, et qu'il n'y a pas de concentration sans silence, pas de silence sans discipline. Par conséquent, le désordre généralisé est en lui-même stérilisant de la transmission du savoir. Voilà. Si tant est que cette conception est encore une des directives intellectuelles des gens qui nous gouvernent. C'est pas sûr. C'est pas sûr qu'il n'y ait pas derrière tout ça une volonté de massification bestiale, de consommateurs simplement ouverts aux images de la propagande. C'est Big Brother. Mais écoutez, quand vous voyez que la notion de liberté de pensée est contestée, même dans un mouvement comme le Front National, où l'autorité morale suprême, qui est quand même le président fondateur, président d'honneur, etc., n'a pas la liberté de porter un jugement sur tel ou tel sujet. Ben, c'est extraordinaire. Ça va jusqu'à l'exclusion. Je ne sais pas si les philosophes ou les exégètes se penseront sur ce cas, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. C'est ce refus de la discussion, de la pensée. Moi, je ne crois pas que la démocratie soit uniquement verbiage. Je ne crois pas que le fait de pouvoir parler résout tous les problèmes. Mais il est certain quand même que quand on est 10 à discuter d'un problème avec des gens compétents, ben, on arrive à dégager une solution qui est généralement, pas toujours, la meilleure. Sauf quelques thaumaturges qui, eux, sont capables de dire la vérité, en quelque sorte, qu'ils ont reçu du ciel. Un peu ce que m'avait confié un jour Jean Raspail. Il m'avait dit, c'est curieux, tu sais, mon bouquin, quand je l'ai écrit, ça ne correspondait pas du tout à ce que je pensais. Et j'ai eu toujours l'impression que ma plume était guidée. C'est drôle. Oui. Ah oui. Une confidence qu'il m'a faite il y a 30 ans, 40 ans. C'est une révélation qui est intéressante. Oui. Oui, parce qu'il m'a dit que ce n'était pas mon truc. Quand j'ai écrit ça, c'est une espèce de forme d'inspiration. Je ne sais pas s'il maintiendrait cette version aujourd'hui, ce n'est pas sûr.
C'était peut-être une confidence d'après-boire, qui sait, vino veritas. Elle avait l'avantage de la sincérité. Je pense, à ce moment-là, en tous les cas, il avait cette sensation-là. Il est d'ailleurs un peu solitaire, là, mis sur... et Dieu sait si son livre était prémonitoire. Il est prémonitoire moins par le déferlement prévisible des vagues migratoires que par le traitement que le gouvernement appliquera aux poches de résistance. Eh oui. Car le premier geste d'un gouvernement, d'une population menacée, c'est de la désarmer. Et la première chose qu'il y aura, dès qu'il va y avoir une multiplication d'attentats, eh bien il y aura une législation qui est d'ailleurs de plus en plus sévère sur la possession des armes, etc., par les honnêtes citoyens. L'arme dans les mains d'un honnête citoyen, c'est toujours très dangereux. Parce que imprévisible. Seulement, quand on ne tue plus avec l'arme à feu, ben on tue avec l'arme blanche. Oui. Et puis il y a des gens qui sont tout à fait capables de vous tuer à la main. Oui. Il faudrait les recouper les mains aussi. Ou les pieds. Je voudrais pas vous retenir, messieurs, madame, messieurs, parce que je bavarde confortablement assis dans mon fauteuil, en sachant que quand on donne la parole à un homme politique, il ne la rend jamais.